Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette rediffusion des rencontres littéraires Clameur, qui ont eu lieu le premier week-end de juin 2023 sur la thématique des orages. Pour cette écoute, redécouvrez la rencontre aux confins du monde, animée par François Poulving, en présence des auteurs Lou Weifong et Benjamin Bachelier. Du fait d'un souci lors de l'enregistrement, la rencontre commencera sans introduction. Veuillez nous en excuser. Nous vous souhaitons malgré tout une bonne écoute. Et je propose qu'on entre bien sûr désormais dans le vif du sujet avec ce livre. Comme les profondeurs océaniques ou la calotte glaciaire dont il est question dans ce livre, je pense que c'est un livre qui est composé de différentes strates, qui s'étagent avec différents niveaux donc de lecture. Et on peut peut-être parcourir ces différentes strates. Et la première chose que je dirais, c'est que c'est un livre qui s'est construit au contact d'une matière existante. C'est un livre qui est fait de frottement. Et donc si on regarde à quoi se frotte ce livre, bien sûr, la première chose qui vient en tête, c'est le réel, en fait, c'est-à-dire le fait historique, l'événement historique qui sert donc de matrice, je l'ai dit, à l'écriture. L'Odyssée de l'endurance menée par Ernest Shackleton en 1914, donc, dont le principe était de traverser le continent antarctique, de la mer de Weddell à la mer de Ross, après la conquête du pôle Sud par Amundsen en 1911. On sent pourtant qu'il y a du jeu dans ce rapport au réel. Votre livre, bien qu'il se réfère à cette expédition, il s'en détache aussi. Et donc ma première question, ce serait la suivante. Comment ça s'est articulé pour vous, le rapport entre ce réel et l'histoire que vous en avez extrait d'une certaine manière? Quelle est la circulation qui s'opère entre le réel et la fiction dans votre livre? D'abord, moi, j'ai l'impression de toujours raconter la même histoire. Heureusement, je crois que je suis la seule à penser ça. J'ai toujours l'impression de raconter la même histoire parce que je brasse toujours les mêmes thématiques. Je tourne toujours autour des mêmes choses, sur le rêve, le rapport au réel, comment on se débrouille dans ce monde-là quand on est différent. Oui, des histoires de résistance à l'environnement. Et tout ça, c'est une espèce de magma, je traversais toujours par les mêmes thématiques. Et parfois, une histoire, enfin, quelque chose du réel vient se heurter à ça et il se crée le début de quelque chose. Il se crée, je pense, d'abord un désir d'histoire. Et l'histoire de Ernest Shackleton, je suis tombée par hasard dessus en regardant Arte. Un soir, je tombe sur un documentaire qui retrace toute cette expédition incroyable. Et je suis captivée par... et je n'arrive pas à... Enfin, je suis sidérée par tout ce que ces hommes ont pu traverser. Alors pour ceux qui l'ignorent, Ernest Shackleton est donc allé en Antarctique pour faire cet exploit physique. C'est vraiment se dépasser, c'est l'époque des grandes explorations. Il restait encore des endroits sur Terre qui n'ont pas été découverts et nommés. Et au début, l'expédition se passe bien. Il est très équipé. Il fait faire construire un bateau qui est certainement le plus solide de l'époque. Il a un équipage de 27 hommes, marins aguerris. Tout se passe bien. Et c'est un homme qui est très optimiste, qui a vraiment une forte personnalité, meneur d'hommes, mais très humain en même temps. Et puis, une fois qu'ils arrivent à l'approche de l'Antarctique, le bateau rentre dans la glace sans problème, c'est l'été, la glace est molle et jusque-là tout va bien. Mais un soir, une tempête se lève, une tempête extrêmement violente qui en fait compacte toute la glace autour du bateau et la fait se coincer contre la banquise. Et au matin, le bateau est coincé et serti dans un bloc de glace, impossible de bouger. Ernest Shackleton ne se démonte pas, il se dit on va attendre que ça gèle, on va passer l'hiver, on a de quoi vivre pendant 1 an, on est bien préparé, et puis en fin de compte, c'est la guerre qui vient de commencer en Europe, et après tout, on est mieux là qu'en Angleterre. Et ces marins gardent un bon moral.
ils font des jeux, c'est un peu une colonie de vacances sur glace, et puis ils entraînent les chiens pour l'expédition à venir. Et pareil, jusque-là tout va bien, mais un soir, les températures baissent, la glace commence à se disloquer, donc à créer des blocs, et avec les courants marins, les blocs bougent, et là, ils commencent à écraser le bateau, et le bateau se fend, et le bateau coule. C'est un naufrage lent. Ils ont juste le temps de récupérer tout ce qui est nécessaire sur le bateau, dont 3 canots. Et là, ils n'ont plus rien pour repartir à part ces canots. Et normalement, tout homme normal se dirait on est condamné, c'est impossible, personne ne viendra nous chercher, on ne peut pas envoyer de messages radio parce qu'on est beaucoup trop loin, et de toute façon c'est la guerre, personne ne viendra nous chercher si loin, donc il faut se débrouiller. Et là, le capitaine met en place une stratégie de survie, on va y arriver, on va emmener les canots, les chiens, tout le monde, on va regagner la mer, on va naviguer jusqu'à l'île la plus lointaine où on peut aller tous ensemble, qui s'appelle l'île Éléphant. Et de l'île Éléphant, je vais prendre le canot le plus solide, les 3 marins les plus forts, les plus aguerris, et on va aller au port le plus proche, qui est quand même à 400 km, 3 semaines de bateau, dans une mer déchaînée, une mer de glace. Et l'île en question, c'est un confetti, donc une erreur de calcul, et on peut passer à côté sans la voir. Donc c'est quasiment impossible, c'est une chance, je ne sais pas combien, mais le capitaine y croit. Et donc dans cette vraie expédition, tout le monde s'en sort. Ce qui est incroyable, personne ne meurt, il arrive à faire ça. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des expéditions Shackleton qui sont créées, qui sont des exploits sportifs où des hommes essayent de refaire exactement le même itinéraire, mais ils disent mais à chaque stade, c'est incroyable qu'ils aient pu le faire avec l'équipement de l'époque, c'est-à-dire pas grand-chose. Rien que la traversée sur cette mer à cet endroit-là, c'est la mer la plus dangereuse du monde. C'est des tempêtes en permanence. Et l'eau est tellement froide que quand elle touche les coques des bateaux, elle gèle instantanément. Quand elle touche les voiles, elle gèle. Donc à l'époque, il y avait des marins qui ramaient et d'autres qui devaient frapper avec des haches sur la coque et la voile pour éviter que le bateau se transforme en glaçon et coule. Et donc voilà, j'entends tous les détails de cette expédition, et c'est vraiment fascinant, c'est une histoire extrêmement forte, incroyable. Et puis il y a ce truc dans l'Antarctique qui est vraiment un fantasme. Très peu de gens peuvent y aller, auront l'occasion d'y aller, et tant mieux, parce que c'est un territoire tellement fragile. Donc ça suscite des tas de visions et de fantasmes. Et puis c'est tellement lointain qu'on a presque l'impression que ça n'existe pas, et que c'est un pays de rêve, c'est un pays irréel, et c'est tellement différent d'ici que voilà, ça se prête. Ça ouvre à beaucoup de choses. Exactement, oui. Et Benjamin, dans le travail de représentation, justement, on voyait une photo, donc ça c'est une photo de l'expédition en 1915, ça c'est une double planche de l'album. Comment vous avez travaillé justement à partir de la documentation existante? Est-ce que c'est quelque chose on reviendra après plus en détail sur vraiment la question du traitement graphique de l'album, mais vous, comment vous en êtes saisi de ces références au réel et de cette petite documentation qui existait sur l'expédition de l'époque? En fait, il y a plus qu'une petite documentation, il y en a beaucoup. L'expédition de l'Endurance, il y a tout un livre de photos très très fournies qui sont assez magnifiques. Donc évidemment, j'ai ça à la base pour travailler. Et ça me sert vraiment de base, et techniquement, sur la forme des bateaux, sur les costumes, etc. Mais en fait, ça rejoint ce truc de pays lointain, inaccessible. En fait, on en parlait l'autre fois, est-ce qu'on était déjà allé sur le territoire, etc. Donc non, mais est-ce qu'on avait envie d'y aller? Et donc spontanément, moi j'ai plutôt envie. Et en même temps, c'est un territoire qui est tellement lointain. En fait, c'est possible d'y accéder. Il y a des croisières qui partent du sud de l'Amérique du Sud. On peut se rapprocher, on peut voir le continent, etc. Et
le fait de pouvoir y accéder comme ça me rend quasiment... finalement, je dis, en fait, j'ai pas tellement envie de ça. Donc je pars sur quelque chose qui est beaucoup plus imaginaire, fantasmé et loin de ce territoire que de toute façon, je ne veux pas avoir dans ces conditions. Pour moi, c'est un territoire qui est lié à ce genre d'expédition assez exceptionnel, un territoire hostile, et tout d'un coup que ça devienne un truc de tourisme de masse, plutôt privilégié, mais quand même un tourisme... finalement, je dis, est-ce que j'ai vraiment envie de ça ? Non, pas du tout. Et à partir de ce truc-là, tout ça pour dire que finalement la documentation, elle me sert au départ pour partir de ce récit, pour commencer le voyage. Mais après, je l'interprète. Ouais. Je m'en défais comme je me défais du territoire réel et j'en fais quelque chose de peut-être plus personnel, en tout cas de plus imaginaire, plus onirique parfois, plus fantastique, je ne sais pas, en tout cas de différents qui s'éloignent de la réalité. Ouais. Et il y a certaines planches, alors j'ai repris celle-ci, la planche de droite, ça m'a évoqué le tableau de Friedrich, alors je sais pas si c'est... C'est pas du tout un hasard. C'est pas du tout un hasard, ok. C'est même écrit dans le scénario. D'accord, donc ça vient du scénario. Ok, donc ça veut dire qu'on pouvait aussi convoquer à cet endroit de récit d'exploration polaire d'autres références, venir y frotter, y inclure d'autres choses de l'imaginaire, ouais. Et ça crée quoi ? On n'est pas sur un documentaire, de toute façon. Donc à partir de là, effectivement, on peut tout imaginer. On peut dériver comme l'expédition elle-même. En vous écoutant, Lou, on comprend bien que c'est un livre qui revient sur cet âge d'or de l'exploration antarctique et c'est un peu les derniers exploits parce que beaucoup de choses, beaucoup d'exploits ont été accomplis. Et cette question, la figure de Shackleton, qui est donc Oliphant dans le livre, elle est vraiment au centre des questionnements et des enjeux principaux du livre. Par exemple, sur la planche de gauche, là, quand elle est évoquée par ces hommes d'équipage comme une figure vraiment héroïque, ou confrontée par le personnage d'Arcadie, sur lequel on reviendra, sur les motivations de cet héroïsme et en fait la volonté quasi... suicidaire, je ne sais pas si c'est un mot qui est adapté à cet homme, mais en tout cas une volonté de vraiment éprouver ses limites. Et par Oliphant lui-même, lorsqu'il dit que les héros sont des monstres. Donc il y a une dimension vraiment épique dans ce récit et qui dépasse juste l'expédition de Shackleton et qui interroge vraiment l'héroïsme. Rien que le changement de nom, Oliphant, moi ça m'évoque quand même l'olifant de Roland dans la chanson de Roland ou les monstres de Tolkien. Donc il y a vraiment cette dimension-là. Le bateau qui s'appelle le Golden Age, donc il y a cette question de l'âge d'or qui est en train de finir, en train de basculer, qui se tient sur cette arête-là. J'ai le sentiment que c'était un enjeu du livre. Quel regard, quelle place ça a pour vous, cette question justement de l'héroïsme, qui est aussi un héroïsme finissant, puisque le récit de l'endurance et donc le récit d'Oliphant, c'est aussi le récit d'un échec qui devient un exploit. Oui, j'aime bien cette idée de l'échec transformé. Oliphant, ça parle des mythes aussi, des mythes géographiques, des espèces de territoires lointains qu'on veut absolument atteindre et d'une certaine manière posséder en le nommant. Ça parle des mythes personnels aussi, des choses, des personnages que l'on se crée, des fictions que l'on se crée pour survivre aussi. Et il y a ce mythe dans l'Antarctique qui, enfin en tout cas pour moi, c'est un peu comme, c'est pas un peu, pour moi c'est l'inconscient du monde. C'est-à-dire c'est cette part qui est cachée du monde, en tout cas de la plupart de l'humanité, où on n'ira pas, mais qui est là, qui existe et qui travaille. Il se passe des phénomènes là-bas, en fait, qui influent sur tout le reste du monde. À chaque ouverture de chapitre dans Oliphant, j'aborde un phénomène, je décris un phénomène météorologique ou un phénomène physique, en des termes très très scientifiques et un peu ardu à comprendre. Moi-même, je dois m'y reprendre à 5 fois avant de comprendre ce que j'écris. Mais ces phénomènes-là sont très importants parce que ça participe du fonctionnement global de notre planète. Et pour moi, c'est vraiment ce que fait notre inconscient. C'est-à-dire qu'il est là. On sait qu'il est là et qu'il agit, enfin, qu'il remonte jusqu'à la surface, qu'il nous envoie des messages aussi et qui nous fait agir sans qu'on puisse comprendre exactement pourquoi parfois. Et
Et c'est cette métaphore qui me fait passer par le mental aussi. Cette histoire est racontée d'un point de vue mental. Je parle d'un fait réel, mais je veux la raconter d'un point de vue intérieur, fantasmagorique, parce que ce territoire s'y prête. C'est un territoire très très étrange, l'Antarctique ou même le pôle Nord, parce qu'il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas de construction. Et je vais la raconter pour la 10e fois. Benjamin connaît cette histoire par cœur. Mais dans la préparation du scénario, j'ai rencontré un écrivain voyageur qui s'appelle Emmanuel Husnet et qui est spécialiste du pôle Nord et qui a fait beaucoup d'expéditions là-bas et qui a beaucoup écrit sur ce territoire. Et je lui ai demandé qu'est-ce que ça fait quand on est là-bas, à quoi on pense, dans quel état on est. Et il m'a raconté donc, sa première expédition quand il avait 26 ans. Il s'était mis en tête de vivre une expérience vraiment extrême de survie, où il voulait retrouver un état primaire, presque animal, voir comment ça se passe. Donc il est parti seul, même sans chien, juste avec un fusil, son équipement et des vivres. Pas de livres, pas de musique. Et là, il a dit c'est très étrange parce qu'on est face à une espèce d'horizon blanc, rien qui nous rappelle l'humanité, rien qui puisse accrocher notre esprit en fait. Et à ce moment-là, l'esprit se vide instantanément. On devient vide. Et comme l'esprit est vide, eh ben, il va se remplir de pensées, de visions qui viennent de l'inconscient. Et des choses qu'on n'arrive même pas à identifier en fait. Et comme il n'y a aucune diversion, ces pensées, eh ben, elles sont toujours là, elles tournent en boucle 24 heures sur 24. On peut avoir des hallucinations et on peut devenir complètement fou. Et lui a eu très peur pour sa santé mentale, donc il est rentré. Et depuis quand il repart là-bas, il emmène plein de livres, de la musique pour éviter cet état de hantise en fait, de hantise du blanc, du rien. Et donc, en écoutant son histoire, je me suis dit que mon intuition de raconter cette histoire d'un point de vue mental était juste parce que c'était aussi un territoire qui se prête à l'exploration mentale. Et justement, donc on entend bien comment est-ce que le récit convoque aussi toutes ces thématiques de l'inconscient et du retour de certaines choses, ces planches qui illustrent les peurs des personnages qui sont rythmées par des motifs, des figures, celle de l'éléphant par exemple, Benjamin, qui revient très souvent, le tatouage du personnage du Snark. Et j'ai l'impression que toutes ces thématiques un peu flottantes de folie, etc., elles viennent se concrétiser un peu comme un précipité dans le personnage d'Arcadie, qui lui non plus n'a pas un prénom neutre, qui figure dès la couverture, que l'on retrouve dans le prologue du récit. Il se clôt sur le personnage également d'Arcadie. Et alors là, à ce que je sache, c'est une pure invention de votre part, dans le sens où, dans le récit, ce personnage, c'est le fils adoptif du capitaine Oliphant. Il ne me semble pas que dans l'expédition Endurance, il y avait le fils adoptif caché de Shackleton. Et donc ce personnage, c'est à la fois celui qui incarne la folie, en même temps celui qui prémunit les autres de la folie. Il a à la fois une sorte de figure un peu androgyne, rimbaldienne, entre Prométhée, puisqu'il dégage une chaleur énorme dans ce paysage de froid, un espèce de prophète aussi, puisqu'il a une capacité de voir, une Scheherazade, en racontant ces histoires, il prémunit les autres de leur folie. Et quelque chose qui m'a beaucoup frappé sur ce personnage, qui est vraiment un pivot du récit tel que je l'ai lu moi, c'est dans la représentation, Benjamin, puisque on sait que la bande dessinée, ça oblige à redessiner sans cesse les mêmes personnages sur une pagination ici très importante, plus de 250 pages. Et Arcadie, il a des traits changeants, il a des traits qui ne sont pas toujours identifiables de la même manière. Donc comment est-ce que vous avez travaillé ce personnage justement, quel trait on donne, quel visage on donne à cette figure qui est hautement symbolique, très évanescente, mais en même temps qu'il y a une présence très très forte qui irradie l'ensemble du récit? En fait, ça se passe comme un casting au début. J'ai fait des essais de dessin de personnages, on a échangé avec Lou sur tout ça, et il y avait, Lou m'indiquait effectivement, tu parlais de Rimbaud, il y avait aussi du David Bowie, donc il s'est imposé comme ça. Et après, le fait qu'il soit changeant, c'est aussi, pas de manière volontaire, mais presque dans le sens où c'est
le dessin, j'essaie de le pratiquer de manière vivante. Et voilà, en fait, le livre, il y a 250 pages, ça s'est fait sur 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus. Un temps assez long, et donc la technique a évolué, les outils ont évolué, et en fait il évolue, en fait ça tombait assez bien finalement, parce que ça va avec le récit, la progression des personnages, de leur intériorité, dans leur expédition, etc. Donc il y a tout ce truc de personnages qui est vivant, effectivement, et puis finalement on n'a pas toujours la même tête d'un jour à l'autre tous. Donc j'ai accepté ce truc-là, j'ai essayé justement je ne suis pas de poser la question il y avait un truc qui soit absolument figé, en fait, voilà. Et comme le personnage, il n'est pas figé, et ce paysage qui est mouvant, sans cesse changeant, on retrouve ça, je crois, chez lui en tout cas. Mais au départ, effectivement, il y a un casting, il y a un choix de traits, de finesse du visage, des cheveux, etc. Et après, il y a l'accident du jour. En fait, il y a une particularité de la bande dessinée par rapport peut-être au dessin ou à la peinture, c'est qu'il y a une obligation de régularité et effectivement de reconnaissance. On ne peut pas faire comme en peinture où on a avec ce qu'on est, ou en musique aussi d'ailleurs, on peut avoir une énergie qui est différente en musique selon les jours où on joue, etc. Là, il y a l'obligation d'avoir un personnage qu'on reconnaît d'une page à l'autre sur 250 pages pour ne pas se perdre complètement. Mais dans ce récit, moi j'ai essayé de retrouver l'énergie qu'on peut avoir en peinture ou pourquoi pas en musique, d'être avec ce que je suis le jour où je dessine en fait, même en dessinant tous les jours, etc. Mais d'avoir un truc de dessin vivant et pas figé dans une représentation absolument identique à chaque fois, chaque jour pareil. Et ça, c'était une première un petit peu? Enfin, vous aviez déjà fait des albums avec cette pratique du dessin-là, non? Non, pas comme ça. C'était une première. Non, pas en bande dessinée, en illustration un petit peu. Mais non, c'était vraiment une première. Et parce que le récit s'y prêtait aussi. Le récit de Louvre était un récit peut-être plus scientifique ou plutôt historique. Je me serais, obligé, forcé. Ça m'aurait semblé logique d'avoir un dessin plus scientifique, plus technique, plus précis, etc. Là, il y avait une espèce de laisser aller dans le bon sens du terme, de l'inconscient, de se laisser porter par le récit, par les images et par le dessin lui-même parfois. On voit là, sur la planche de droite, qui est une des premières planches du récit. C'est vrai qu'on voit que le trait est beaucoup plus fin, avec des techniques qui sont différentes de celles des images qu'on vient de voir précédemment. Les techniques sont différentes et le format aussi. Au début, je commence sur des pages qui font des formats 29,7, 42 à peu près, enfin des formats A3. Je travaille avec de l'encre et de l'aquarelle au tout début, et après avoir mené un premier jeu de pages, les 50 premières pages, je crois, chez Futuropolis, avec Lou et Sébastien Gneinig, notre éditeur. Il y avait des formats différents, des rustines, c'était un peu foutraque. J'ai vu la tête de Sébastien qui fait ça va être compliqué à scanner, tout ça. Bref, c'était un peu purement technique. Et à partir de là, je suis passé sur des formats 50-60, donc des formats beaucoup plus grands. Et à peu près à ce même moment-là, il y a eu la redécouverte de la gouache, en fait, de la peinture de la gouache. J'ai encore la sensation physique de le faire, au pinceau, ce trait de gouache noire mat, comme ça, très très beau. Et ça a influencé le reste du récit. Donc de toute façon, il y a un truc technique, effectivement, qui change au fur et à mesure du livre. Ouais, et je pense qu'on va y revenir plus longuement un tout petit peu après. Je voudrais juste conclure sur Arcadie, Lou, dans le sens où j'ai l'impression que ce personnage, il vient un peu synthétiser toute votre poétique, que c'est d'une certaine manière un personnage un peu signature de votre façon d'écrire et du trouble que vous réussissez à introduire dans des récits, alors même qu'ils sont très ancrés dans des choses assez scientifiques, assez historiques, etc. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose, ce grain de sable qui vient perturber, qui vient enrayer, qui ouvre sur totalement autre chose dans nos imaginaires et dans nos inconscients. C'est un peu comme ça que vous l'avez imaginé, ce personnage d'Arcadie? Moi, j'aime bien les personnages différents et qui sont différents d'un groupe et qui, entre ces personnages-là et le groupe, il y a toujours des tensions, il y a toujours de la méfiance, enfin, en tout cas de la part du groupe par rapport à ce personnage. Et c'est ce qui se passe au début du livre. Les marins voient ce fils adoptif débarquer dans leur expédition. Il est bizarre, il est tout malingre, il se drogue, il reste tout le temps dans sa cabine, il parle pas, et tout le monde a un peu peur de lui. Enfin, en tout cas, il agace, hein, et certains hommes, vraiment, à un moment même, veulent le plonger dans l'eau froide pour faire une espèce
d'épreuves initiatiques. Et en fait, pour moi, Arcadie, c'est la métaphore de l'artiste dans la société. C'est-à-dire qu'au début, tout le monde le trouve bizarre, c'est le bizarre, tout le monde se méfie de lui, personne ne le comprend, il raconte des histoires comme ça, un peu étranges de ce qu'il a vécu, on ne sait même pas si c'est vrai. Et personne ne comprend ce qu'il raconte en fait. Mais tout le monde, on ne peut pas s'empêcher de l'écouter en même temps. On est très curieux de ce qui va sortir comme histoire. Et petit à petit, à force de... Puis la division aussi, l'espèce de prémonition, de préscience, de choses qui vont arriver dans une très très grande sensibilité. Il arrive à lire la glace. Je parle à un moment d'une théorie, enfin c'est lui qui émet une théorie, mais qui a vraiment été émise par un professeur japonais, comme quoi les cristaux de glace changent de schéma, de dessin, selon les vibrations qu'il y a autour, donc selon les sons. Donc partant de là, les cristaux de glace enregistrent les sons d'une certaine manière. Et dans l'histoire, Arcadie arrive à reconnaître les sons et ce qui s'est passé juste en regardant les dessins des cristaux de glace. Et petit à petit, en fait, Arcadie va arriver à intégrer le groupe, mais vraiment mine de rien, toujours en racontant ses histoires. Et le groupe s'aperçoit que ça les sauve de la folie, en effet, ça comble leur vide. Et en fin de compte, à la fin, ils ont besoin aussi de cette échappée, de cette évasion par la fiction, par les choses qu'on leur raconte. Et c'est le rôle de l'artiste, il me semble, dans la société. On a l'impression qu'il est inutile parce qu'il ne produit pas de choses utilitaires matériellement, mais il offre cette fenêtre vers un ailleurs qui est salvateur et qui est essentiel pour ne pas devenir complètement fou aussi, pour pas céder au désespoir, pour arriver à atteindre une transcendance. Et au final, c'est ce qui sauve tout le monde de la folie, cette bizarrerie de Arcadie. Un garde-fou, au sens littéral. Vous évoquiez l'un et l'autre la façon dont vous aviez écrit ensemble ce livre. J'aimerais y revenir un peu plus en détail. J'ai mentionné les différentes collaborations qui ont émaillé votre parcours d'autrice et d'auteur. On sait, la légende de Shackleton raconte qu'il avait des méthodes de recrutement assez originales, très intuitives, très instinctives. Et je voulais savoir, revenir un peu au début de ce projet, donc qui remonte à 4-5 ans. Comment s'est faite, justement, comme vous n'aviez jamais travaillé encore ensemble, comment s'est faite cette rencontre, ce recrutement d'équipage dans quel ordre est-ce que ça s'est fait? Pareil, c'est très intuitif quand je ne sais pas si on choisit un collaborateur, on se choisit déjà, enfin on sent que ça va être possible. On s'est rencontrés à Bastia en 2016, au Festival de Bastia, et Benjamin avait une grande exposition de peinture, et j'ai découvert son travail par la peinture, et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et j'ai vu qu'il avait cette obsession du paysage que j'ai moi aussi, et qu'il avait une manière de le traiter par la couleur qui était vraiment très personnelle, très singulière, qui était pas complètement réaliste, pas complètement fantastique. Il y avait quelque chose de flottant entre les deux, et qui peut faire penser à beaucoup de choses, mais qui n'appartient qu'à lui-même en même temps, qui avait un univers très fort. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on travaille ensemble, parce que ces peintures, ces visions me donnent des envies d'histoire, peuvent faire naître des histoires. Et je peux inscrire aussi mes histoires dans ces paysages. Et puis voilà, et humainement, on avait beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses en commun. Donc je sentais que c'était le partenaire idéal pour cette histoire-là aussi. Oui, on veut prendre des risques. De toute manière, moi, j'aime pas le confort. Je veux essayer quelque chose d'inédit pour moi à chaque fois. Et
Et cette histoire d'expédition, c'est aussi une expédition pour nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Mais même moi, dans l'écriture, je ne sais jamais ce qui va arriver, je ne sais pas ce que je vais écrire ce jour-là, même si j'ai tout bien préparé comme Ernest Shackleton. Une fois sur place, il y a des tas d'incidents qui arrivent, qui fait qu'il faut improviser avec ce qui se passe, avec l'humeur du moment, justement, avec une vision qui arrive, l'inconscient, un éléphant sur la glace, c'est arrivé comme ça. Voilà, ce titre, Oliphant, au début je ne savais pas pourquoi il s'appelle comme ça, le capitaine, mais ça s'est imposé, et l'histoire de l'éléphant, cette vision d'éléphant sur la glace. C'est une fois que le livre est sorti que j'ai compris pourquoi Oliphant et pourquoi cet éléphant. Vous voulez savoir pourquoi? Ah oui. D'abord, je pense que j'aime le mot Oliphant, parce que tout de suite, en effet, on a Tolkien, on a voilà, des légendes, des mythes, quelque chose d'énorme. Et puis, en entendant prononcer le titre et mon nom à côté, Oliphant, Louis Fang, ben c'est presque le même mot en fait. Et c'est la deuxième fois que mon inconscient me fait une petite blague comme ça. J'ai eu la même chose dans 100 000 journées de prière, où mon personnage principal, qui est un petit garçon, s'appelle Louis. Et Louis, c'est Lou, oui. Et c'est un journaliste en direct dans une émission qui me l'a fait remarquer. Et j'y avais pas du tout pensé. Et ce personnage était aussi mon double. Donc la Oliphant, Louis Fang. Moi, je suis née au Laos, et le drapeau ancien du Laos, le Laos, c'est le pays du million d'éléphants. C'est comme ça qu'on le nomme. Et ben, c'est un éléphant à 3 têtes sur le drapeau. Et qui est l'animal mythologique du Laos. Et donc, voilà, l'éléphant, c'est la source, c'est l'origine. Et l'Antarctique, c'est l'origine du monde, puisque avant tout, il y avait de la glace. Avant d'avoir de l'eau, il y avait de la glace. Donc voilà, tout se rejoint, une espèce de convergence comme ça. Et si j'avais réfléchi, j'aurais jamais trouvé ça. C'est vraiment le complot de l'inconscient. C'est l'inconscient qui tisse des choses, et moi, je le fais juste venir, quoi. J'accepte ce qu'il me suggère. Je ne sais plus quelle était la question de départ. Comment s'était passée la rencontre, et à l'instinct, justement, et avec ces intuitions-là. Oui. Mais je sentais que Benjamin, il avait ce rapport aussi à l'intuition, à l'instinct, à accepter l'accident, plus que l'accepter, c'est même aussi le travail. Le chercher. Ouais. Et que, voilà, avec cette histoire, tout était cohérent, tout marchait bien. C'est ce que vous disiez aussi, Benjamin, qu'il y avait l'opportunité dans ce travail avec Lou de travailler autrement sur votre pratique du dessin. Oui, c'est exactement ça. C'est le complot de l'inconscient, j'aime bien. Il y a vraiment ça. En fait, on se voit à Bastia une première fois, on se rencontre et on se revoit à Angoulême l'année suivante, au festival toujours d'Angoulême. Et elle me raconte ce récit de Oliphant quasiment en détail. Et très clairement, j'avais aucune idée de à quoi ça allait ressembler, comment j'allais le faire, et que même si c'était possible, mais c'était évident, il y avait plein de petits clignotants qui disaient oui, mais il faut le faire. Il y avait quelque chose ça me parlait de manière intuitive à 100%. Il y avait pas avant même de réfléchir concrètement ce que ce serait comme genre de livre, comment je m'y prendrais. Il y avait une évidence inconsciente, quelque chose qui est ressorti immédiatement. Mais je ne pensais absolument pas, effectivement, ni aux techniques, ni quel format, ni rien du tout. C'était vraiment juste, ça faisait comme des mots-clés sur, en analyse ou des choses comme ça, des mots qui font tilt, et tout d'un coup, ça déclenche des choses, des images, ça déclenche des émotions, etc. Dans un entretien avec Richard Guettet pour le podcast Bookmakers, que je vous recommande d'ailleurs, 3 épisodes d'entretien entre Richard Guettet et Lou Wifang, vous déclarez ceci, Lou, que j'ai trouvé très beau sur le principe de la collaboration entre scénariste et dessinateur. Il faut qu'ensemble, on crée un 3e auteur qui est le mélange de nous deux, que la symbiose soit totale, qu'on ait presque l'impression que c'est la même personne qui écrit et qui dessine. Alors, en lisant Oliphant, pour celles et ceux qui l'ont lu, en tout cas, je trouvais que ça fonctionnait extrêmement bien, cette symbiose-là. Et je me suis demandé comment est-ce que concrètement on arrive
à ce résultat-là? Comment est-ce qu'on arrive à créer ensemble et pas côte à côte? Parce qu'en plus, vous ne vivez pas nécessairement dans les mêmes lieux, enfin, tout se fait à distance sur du temps très long. Donc, j'ai l'impression que sur la durée, comme ça, enfin, le temps, c'est aussi une matière du livre. Donc, comment est-ce qu'on parvient à cet équilibre, à cette symbiose-là? Par la télépathie. mais c'est quasiment ça, en fait. Je pense qu'à partir du moment où, humainement, ça fonctionne, et puis instinctivement, on sent que ça va marcher, que c'est la bonne personne pour l'histoire. Enfin, il y a quelque chose qui est évident. Et moi, quand j'écris le scénario, je commence par beaucoup me documenter. Ça peut prendre des années. En plus, j'adore ça, donc je peux y passer des années. Voilà. Et au moment d'écrire, eh ben, j'oublie tout. C'est comme préparer un voyage où on rassemble des cartes, des notes, des guides, on a tout lu. Et au moment de partir, on laisse tout derrière soi. On n'emmène pas sa valise et on part les mains dans les poches en se disant bah, j'ai tout enregistré et on se laisse guider juste par l'intuition, par l'inconscient. Et là, pour moi, c'est l'inconscient qui prend les commandes et qui m'emmène. Et moi, je sens juste, j'ai juste l'impression d'être un instrument de mesure qui sent que c'est juste, que c'est ça qu'il faut écrire, même si je ne le comprends pas. C'est un peu, ça peut paraître ésotérique comme méthode, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Après, ça ne m'empêche pas de relire, de couper, de restructurer, enfin voilà, d'avoir une partie active et consciente, mais en tout cas, sur la matière, c'est ça. Et quand j'écris, j'ai vraiment le film avec la musique, les mouvements et tout, et c'est ce que je décris. Moi, j'ai fait des études de cinéma théorique et cette histoire de sémantique de l'image, gros plan, plan large, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un langage que j'ai intégré aussi. Donc je sais qu'une parole qui va être prononcée en gros plan ne va pas avoir la même valeur émotionnelle qu'en plan large ou en hors champ. Donc c'est ce que je vois quand je l'écris et je vois quel est l'angle où il faudrait se placer pour voir la scène et comment il faut la raconter. Et je décris ce que je vois, le cadrage, les mouvements, et ces sensations de l'histoire que je veux communiquer au dessinateur, parce que j'essaye de lui injecter en fait la vision que j'ai moi et les sensations que j'ai moi. Des fois, je prépare même une bande son pour qu'il se mette dans l'ambiance. Là, j'avais réuni des images sur Pinterest que j'avais montrées à Benjamin, mais c'est des images, ça peut être celles de l'expédition, mais de tas d'autres choses en fait. C'est créer toute une matière visuelle, sensitive pour raconter ça. Et ensuite, le dessinateur va recevoir cette histoire, ses sensations, et il va la traduire avec ses moyens à lui, sa manière à lui, son univers. Et donc cette histoire passe par moi, passe par lui, et au final, le résultat, c'est vraiment un mélange de nous deux. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. En fait, il y a aussi un truc assez évident, mais qui est un truc de confiance. C'est que quand Lou me passe au scénario, il n'est pas question de revenir sur l'écriture, changer au bout de 2 ans, tout rechanger pour écrire. Donc elle laisse le truc. Et donc c'est un temps long. Et elle accepte qu'effectivement, elle accepte qu'il y a des changements dans sa vision de ce qu'elle avait au départ. Il y a des choses qui sont conformes, puis des choses qui ne le sont sans doute pas. Lou nous livre un scénario qui est très dense. Il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de personnages. Et il y a parfois des séquences qui sont très détaillées, effectivement, des gros plans, tout ça. Et puis d'autres, il n'y en a pas du tout. Donc c'est un mélange de tout ça. Et malgré tout, sur les trucs qui sont très détaillés, parfois, je ne leur représente pas parce que voilà, parce que ça ne sert à rien, ou parce que ce jour-là, il y a plein de raisons très, très, très diverses et variées. Et donc elle accepte ce regard-là. Ce qui n'empêche pas qu'après, une relecture de tout ça et que les passages qui vont peut-être à la lecture qu'on ne va pas comprendre, on en reparle, etc. Il y a une relecture ensemble, évidemment, au final, mais il y a en tout cas accepter que le texte qu'elle a écrit, qu'elle a imaginé, passe par autre chose et un autre prisme et devienne différent. Et c'est là où ça crée effectivement une troisième personne. Ouais. Parce que, évidemment, moi, ce récit, si je l'avais dû l'écrire moi tout seul,
ça aurait été évidemment tellement différent. Enfin, ça aurait été de toute façon. Donc il y a quelque chose d'autre qui se crée. Il y a un troisième personnage en effet qui rentre en jeu. Et sur cette relecture, justement, vous parlez de la lecture des scènes qui fonctionnent ou pas. J'ai trouvé que c'était un récit qui se lisait de manière très fluide, en même temps qui autorisait vraiment la relecture parce que c'est un récit qui est très dense. J'ai l'impression qu'il arrive à passer l'écueil d'un point de vue narratif, d'un double écueil d'ailleurs, qui est à la fois que c'est beaucoup un récit de temps mort, d'immobilité, d'attente. Donc c'est pas toujours évident de conserver un peu l'attention comme ça. Et puis c'est aussi un récit qui est très stratifié dans le sens où il y a des tas de récits enchâssés, de percées d'autres visions, d'autres choses comme ça. Il y a tout ce feuilletage là qu'on retrouve d'ailleurs sur certaines planches avec on passe d'une scène à une autre, parfois c'est muet, parfois il y a ce texte là. Et je me demandais dans quelle mesure le travail de rythme, de découpage justement, déjà si c'était écrit dans le scénario ou si c'était vous Benjamin qui proposiez quelque chose en termes de mise en page, vraiment de découpage du récit, et comment est-ce qu'on arrive à évoquer à travers le rythme du récit, à maintenir l'attention du lecteur, c'est-à-dire à ne pas perdre le sens pour le lecteur, tout en évoquant l'égarement des sens pour les personnages dont on parle, quoi. Comment est-ce qu'on se tient là-dessus? En fait, je crois que c'est un truc qu'on avait en commun, c'est d'avoir un récit qui, effectivement, où on perd le lecteur, mais jamais perdre la narration, pas tomber sur quelque chose qui soit complètement, totalement contemplatif ou silencieux, ou en fait où on aurait quelque chose de beaucoup plus planant. En fait, moi, c'est un des choses qui me plaît dans ce récit, c'est que malgré tout, le côté inconscient, irréel, c'est quand même un récit d'aventure qui est très construit, qui est rythmé, etc. dans l'écriture. Après, pour la mise en page, effectivement, le livre fait 250 pages, mais c'était pas du tout écrit au départ. Il aurait pu en faire 200 ou 300. Ou voilà, il y avait un truc qui n'était pas complètement figé dans l'écriture. Autant il y a typiquement sur cette page, toutes les indications qui sont là, Oliphant en boule sur son bateau, le bébé, le papier, etc. Le personnage sur son rocher. C'est des éléments qui sont dans le scénario, qui étaient écrits clairement. Les petits papiers avec de la drogue dedans, les trois personnages, etc. Tout ça, c'est lourd et c'était écrit. Par contre, à disposition des pages, non, c'était pas du tout écrit ça, parce que on savait pas combien de pages ce serait. Dans le scénario, c'est pas écrit si c'est la page 200 ou la page 50. Ouais. C'est juste que ça. Voilà. Et comment vous arrivez, vous, justement, dans ce travail de représentation, à juger de ce qui va fonctionner entre, par exemple, un gaufrier, donc cette mise en page très régulière de 2 cases sur 3, ou alors des pages beaucoup plus éclatées, comme on a pu voir, par exemple, avec celle-ci. Enfin, comment vous gérez cette espèce de rythme, justement, à la lecture, entre des pleines pages ou quelque chose de très C'est le rythme, c'est exactement ça, en fait. C'est d'avoir quelque chose qui soit à la fois régulier et en même temps, justement, irrégulier, avec des cassures, des scènes où il y a beaucoup de dialogue, et avoir tout d'un coup des scènes beaucoup plus amples, avec des grandes images qui permettent de respirer, qui permettent au lecteur justement de ne pas se perdre complètement dans le récit, de suivre la trame du récit. Moi, c'est un des seuls trucs en bande dessinée sur lequel je suis sur tous les bouquins qui sont en commun dans la façon de travailler, c'est de penser au lecteur, en tout cas la lecture qu'on puisse faire du récit. Il faut que ce soit compréhensible du premier coup. Donc le rythme fait partie de ce truc-là, d'avoir un truc qui soit pas avoir des gaufriers de 6 cases qui seraient de trucs monotones, qui pourraient être à parti pris intéressant, tout ça, mais pour ce récit, ça convenait pas. Donc c'est d'avoir un récit en fait, on tient le lecteur par la main finalement. C'est un peu ce on l'emmène là où on veut l'emmener, où on essaie de l'emmener en tout cas. Et pour ça, effectivement, il faut avoir la volonté d'avoir quelque chose qui soit rythmé et qui soit composé de manière fluide le plus possible, que ce soit lisible. Et par exemple, sur la relecture finale, les seuls vraiment points d'accroche qu'il y a eu, c'était sur certaines séquences où on ne comprenait pas ce qui se passait. Il fallait revenir à 2-3 fois. Ce qu'il faut qu'une bande dessinée, il faut que ce soit, à mon sens, lisible en quelques secondes, qu'on comprenne ce qui se passe, même si on revient dessus après, mais qu'en un coup d'œil, on comprenne que le personnage il fait ci, il fait ça, et on ne se pose pas la question. Donc, c'était vraiment les seuls vrais points d'accroche sur certaines séquences où on ne comprenait pas ce qui se passait. Donc il y a ce truc de vigilance et de rythme, vraiment comme une partition, d'avoir des moments qui sont plus ou moins tendus, donc des moments d'espace. Il y a toute une course de traîneaux qui se passe la nuit, donc tout d'un coup, ça permettait de faire une immense image comme ça, qui narrativement amène quelque chose, autre chose, ça amène l'immensité, quoi. Peut-être à la séquence d'avant, on est des petites cases, donc on ne voit pas tout ça. Et puis très égoïstement aussi, moi, c'est des séquences à dessiner, voilà, c'est juste un kiff complet, donc c'était aussi ça, c'est un mélange de tout ça. Ouais. Ça, c'est des choses qui sont que je réfléchis aussi au scénario,
les histoires de rythme, d'alterner séquences très dialoguées et séquences où les choses vont tenir plus au visuel, au dessin ou aux actions, d'essayer de casser le rythme à chaque fois pour relancer l'attention du lecteur, pour pas qu'il soit dans une espèce de ronron de choses qui va s'installer, mais essayer de créer des cassures de rythme, d'alterner des séquences en huis clos à l'intérieur où c'est assez serré et du paysage, des silences et des dialogues. Et aussi, moi, ce que j'adore, et parce que j'adore le travail de tous mes dessinateurs, c'est d'imaginer ce qu'il va faire de certaines séquences. Et je laisse la place au dessinateur pour qu'il se déploie, que ce soit avec Hugues Micol, Philippe Dupuis, Frédéric Peters ou Benjamin. Je laisse des endroits où il n'y a pas trop de description, ou alors c'est une description générale, parce que je sais que là, il faut laisser, il faut débrider la chose, il faut vraiment laisser le dessinateur libre de se faire plaisir à ce moment-là, et c'est ce que moi j'espère, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y aura un moment spectaculaire, il y aura un moment de dessin, mais vraiment sidérant, qui va créer comme un point d'orgue, oui, dans une partition, un point d'orgue, un point d'arrêt, parce que l'image sera très forte. Et ça va insuffler une autre sensation à ce moment-là. J'ai l'impression que quelque chose qui rejoint beaucoup ce que vous venez de décrire et qui en tout cas a vraiment rythmé ma lecture et a été des occasions de déploiement rares en bande dessinée, c'est justement ces ouvertures de chapitres ou de sections, en tout cas chacune des 8 sections du livre, s'ouvre sur la description d'un phénomène scientifique extrêmement rigoureuse. Alors, au début de ma lecture, j'étais bon élève, je m'accrochais, j'essayais de lire et de comprendre. La science, ça remontait à la terminale, donc j'ai vite abandonné. Et je me suis laissé complètement aller en fait, à la poésie en fait, de ces énoncés scientifiques, rythmés par les images, elles aussi très abstraites, de vous, Benjamin. Et je me suis demandé comment vous aviez abordé justement dans la représentation et dans l'écriture ces séquences-là. Est-ce qu'il y a... Là, on est pour moi à la fois dans du très concret et dans du très abstrait. Et comment ça vient participer de l'économie générale du récit. Et j'ai une double question. Il y a celle-ci au niveau de l'écriture et au niveau de la représentation. Benjamin, vous parliez vraiment de la lisibilité, du rythme des bandes dessinées. On sait qu'il y a une certaine approche du dessin en bande dessinée qui fait prévaloir l'efficacité, la lisibilité, l'économie de moyens, etc., pour que ça aille très vite à la lecture, etc. Et puis il y a une autre approche qui est beaucoup plus picturale, où au contraire il y a une matière du dessin, il y a une matière du trait qui fait que ça autorise aussi l'arrêt, la contemplation, etc. Donc voilà, comment c'est cette question de l'abstraction finalement, le point commun de ces deux approches, ce serait ça. Quelle place elle a dans ce livre et puis dans votre pratique de la bande dessinée en général et dans votre vision de la bande dessinée en général? Cette histoire, donc, elle part d'un fait réel que je vais raconter d'un point de vue plus mental et onirique. Et en faisant des recherches sur l'Antarctique, je tombe sur la description de ces phénomènes climatiques ou physiques. Et je trouve ça fascinant parce qu'en effet, il y a une poésie, il y a des termes qui sont très beaux, la circulation thermohaline, et puis des phénomènes avec la salinité de l'eau. Enfin, c'est vraiment fascinant à imaginer, de se dire que les courants marins dépendent de phénomènes comme ça. Et que même notre quotidien est influent. Enfin, voilà, ça prend place dans notre quotidien. Et je me dis, je veux ouvrir chaque chapitre avec ça parce que ça crée des respirations dans le récit. On sort de cette situation qui est assez suffocante de survie, qui était très, très angoissante, pour prendre une espèce de recul sur, qu'est-ce que c'est que ce monde-là ? Qu'est-ce que c'est que le monde dans lequel ils se débattent et dans lequel nous, on vit aussi. Aussi parce que l'Antarctique est un des personnages principaux de cette histoire. C'est une manière de le raconter à travers la description de ces phénomènes. Et puis, il y a un truc paradoxal qui est que ces textes, ils sont très matériels, très scientifiques, qui parlent de faits réels. Mais en fait, ils sont très poétiques.
on comprend pas grand-chose, mais pareil, moi aussi, je me laisse porter par la poésie, comme quand on écoute la météo marine à la radio, moment que j'adorais, moi je comprenais rien, c'est une énumération de chiffres et voilà, et ça décrit des choses extrêmement tangibles, mais ça nous fait partir dans un ailleurs, dans une étrangeté aussi. Ouais. Puis ça crée des relais métaphoriques aussi, bien sûr, cette circulation des océans, ça renvoie aussi au récit, du coup ça donne une coloration, un angle quoi, à ce qui suit. Oui, puis il y a aussi une corrélation entre ces phénomènes et ce qui se passe à l'intérieur des personnages, ou les relations entre eux, des relations d'antagonisme ou de circulation, justement. Donc il y a un écho entre ces phénomènes très très grands et l'intimité de ces personnages. Ça crée des espèces d'effets de zoom et de dézoom qui peut créer un petit vertige, comme quand au cinéma on voit un angle qui s'ouvre d'un seul coup ou qui se referme. Quand on se rapproche d'un seul coup et très vite, ça crée un déséquilibre de proportions, et c'est ce que je voulais créer aussi par ces ouvertures de chapitres. Et du coup, Benjamin, sur la question de l'illustration justement et vraiment d'amener le dessin en bande dessinée vers la je suis comme vous, je ne comprends pas spécialement, voire pas du tout la science, c'est très 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 loin, et mes cours de sciences, j'étais pas très doué en plus, donc du coup c'est vraiment très très loin. Mais par contre je trouve ça très poétique en fait, effectivement, on parle de méthode mais il y a quelque chose aussi presque de la poésie contemporaine parfois, où on peut se laisser porter par juste les mots, et voilà, donc en fait c'est des images qui correspondent à ça aussi, c'est juste qu'à chaque fois, c'est les ondes de Roseby, j'essaie de trouver quelques petits mots parfois qui pouvaient m'évoquer tel ou tel truc, et je brodais autour de ça, mais tout en acceptant que de toute façon, c'était quelque chose d'abstrait. Et poétique, et sans chercher à mettre trop de sens dans les images. Enfin, il y avait ce truc-là, oui, il y avait ça de toute façon. Peut-être, par contre, créer un rythme visuel, avoir quelque chose qui se tienne, pas passer d'une ambiance, d'une case à l'autre, de garder quelque chose qui soit cohérent graphiquement sur tel ou tel chapitre, mais voilà, c'était surtout ça qui était l'enjeu. Et d'ailleurs, je tiens à préciser pour vous qui êtes dans la salle que ça vous donne un aperçu de ces images, mais vraiment allez voir dans le livre parce que les couleurs sont absolument magnifiques, donc ça mérite vraiment d'aller voir ce que ça donne graphiquement, visuellement, chromatiquement. On arrive au bout de cette discussion, alors comme de coutume, je me tourne vers vous, voir si vous avez une question, deux questions à poser. Ouais, 2 questions, formidable. Le temps que je me déplie, avec mon grand âge, avec la fourmi dans la jambe gauche. Bonjour, merci pour cette discussion qui est vraiment passionnante. Vous venez de parler de couleurs justement, et je me demandais comment vous envisagiez, alors déjà vous en tant que scénariste, les couleurs au moment de l'écriture dans un univers complètement blanc ou quasiment ou noir, et vous ensuite en tant que dessinateur, vous avez finalement réussi à en mettre beaucoup. Est-ce que vous êtes forcé à colorer? Est-ce que ça venait naturellement? Est-ce que c'était au contraire une limite pour vous? Voilà. Moi, j'aimais les peintures de Benjamin que j'ai découvertes dans un premier temps sont extrêmement colorées. Et Benjamin, c'est vraiment un peintre de la couleur. Et j'aimais l'idée de faire dessiner l'Antarctique blanc à quelqu'un qui utilise beaucoup de couleurs. Et puis en fin de compte, dans l'Antarctique, par le ciel, il y a beaucoup de couleurs. Les couchers de soleil, les aurores boréales, c'est vraiment des phénomènes qui peuvent apporter des couleurs très flamboyantes et irréelles. Et en tant que scénariste, moi je suis attachée au sens des choses et à la symbolique. Et je savais que le rouge allait revenir souvent, le rouge du soleil. Dans l'histoire, on évoque l'endroit où Arkady est né, qui est en Russie, et lui, il est lié à l'élément du feu. Et c'est comme ça qu'il survit. Enfin, il est lié symboliquement à l'élément du feu. Donc Arkady va être lié au rouge. Il y a le rouge du sang, le sang qui est aussi le drame à venir, le sang qui est quelque chose de vivant dans un endroit qui appelle aussi la mort. Donc voilà, et graphiquement, je sais que le rouge sur le blanc, ça allait créer un choc visuel. Donc à moi de
voir dans le scénario comment toutes ces figures du rouge vont résonner les unes avec les autres et à quel moment elles vont éclater. Et il y a non seulement les couleurs, mais il y a aussi les formes. J'ai fait dessiner à Benjamin des paysages où vraiment je précisais des arêtes de glace, où ça doit faire des arêtes comme ça. Parce qu'il y a toute une métaphore sur l'Antarctique qui, à un moment, Arcadie dit l'Antarctique est comme un grand disque qui tourne à l'infini. Et comme lui, il a cette capacité de lire les sons dans la glace, il y a tout un truc sur le son. Et cette ligne des glaciers, c'est aussi la figure des ondes du son. Et c'est des lignes qu'on retrouve sur le tatouage d'un des personnages. Enfin, il y a tout un réseau comme ça de figures et de symboles qu'on peut ne pas voir à la première lecture, mais qui existent pour moi et que j'essaye de tisser, de faire filer dans le scénario. Et dans le scénario, je l'explique à Benjamin que voilà, cette figure-là, elle renvoie à telle séquence. Et ce qui fait que dans le dessin, il faut qu'on retrouve explicitement cette figure et à lui d'arriver à l'intégrer. Il y a des trucs comme ça cette figure des lignes brisées, c'est aussi la couverture d'un album de Joy Division où il y a ce paysage très accidenté. Et pour moi, tout se rejoint. Il y a des choses comme ça qui se rejoignent. Et sur les couleurs, non, il n'y a pas eu besoin de se forcer pour mettre des couleurs partout. C'était même assez naturellement. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure au tout début, c'est ça, c'est aussi ce rapport à ce paysage que je verrai sans doute jamais. Et donc il y avait la possibilité de toute façon interpréter ça librement. Encore une fois, j'ai pas cherché à avoir un dessin documentaire historique. Donc à partir de là, oui, des couleurs. Donc sans rentrer après trop dans le truc trop personnel, intime. Et oui, il y a aussi ce plaisir de dessin pur, de mettre des roses et des rouges et d'y aller à fond. En fait, dans ces cas-là, je pense à plusieurs, à 2-3 personnes. En fait, je pense à Hugo Pratt, qui était assez présent lors de l'album, mais parce que dans une interview qu'il fait avec Bernard Rapp, c'était en 92-94 sur France 2, enfin Antenne 2 à l'époque, il parle comment il dessine l'Antarctique, le Pacifique. Il prend son papier Scholler, je crois, il a une encre et il fait un trait. Et c'est le Pacifique. Et juste ça, déjà, je trouve ça complètement fascinant. Et en même temps, j'avais aussi un prof au lycée, Casalegno, qui, dans mes cours de dessin, en fait, il me disait d'y aller mettre de la couleur. En fait, mais vas-y, lâche-toi, vas-y à fond. Puis c'était une espèce de grand type, tout mec, toujours habillé en cuir, avec des cheveux comme ça, des petites lunettes rondes, une espèce de hippie sur le retour. Avec une énergie incroyable, et donc il y avait ce truc de la couleur qui me disait de me lâcher, d'y aller à fond. Donc dans ces cas-là, effectivement, j'ai tendance à dire, mais vas-y, en fait, parfois je me sens un peu timide quand je dessine, ne pas oser, puis mais vas-y, et dans ce cas, la couleur arrive assez naturellement, avec une espèce de plaisir assez dense, voilà. Et du coup, je pense que ma question est vachement beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus technico-technique, mais je suis fasciné par ce que vous avez fait, et je me demandais comment est-ce qu'en 5 ans ça s'est passé avec votre éditeur, entre vous, et en fait ce travail d'endurance et de réflexion et de confiance entre vous. Je dis 3, mais je sais que dans une maison d'édition on est plus que 3, et qu'il y a toute une équipe qui a dû quand même participer à un moment à votre album. Voilà, je veux savoir comment on fait. De confiance, c'est ça en fait. Sébastien nous a accompagnés. Moi, c'était le premier livre que je faisais chez Futuro. Et il a accepté ce temps long. Alors, c'est qu'il n'y avait pas d'enjeux commerciaux dans le sens où on ne nous attendait pas une date précise pour le libraire, etc. Donc, c'était là-dessus assez confortable. Mais donc, de confiance, mais quand même de présence. Ça que je devais régulièrement, relativement régulièrement, venir à Paris, amener des pages, etc. Il n'y a qu'à la toute fin, finalement. L'année dernière, donc au mois de septembre, fin août, on se voit, je crois, fin août. Et on commence à parler de la fin du livre, à évoquer, je ne savais pas encore s'il y aurait 250 pages, 200 pages, je n'étais pas sûr, etc. Et il me tend une petite carotte quand même, il dit, écoute, si ça va finir pour fin octobre, il y a Bastia qui se profile, on peut faire une expo, il peut y avoir l'affiche, etc. Donc ça m'a un peu, j'ai dit, ah ouais, ça serait pas mal. Donc ça m'a un peu titillé. Et de fait, les 80 dernières pages, je les ai faites au mois de septembre 2022. Parce que là, pour le coup, il fallait terminer le truc. Donc voilà. Mais jusque-là, il y avait cette acceptation du temps long et se dire
Ok, je leur fais confiance, parce qu'ils voyaient quand même des pages de toute façon arriver de temps en temps. Et parce que c'est un processus aussi qui va avec ce qu'on raconte. C'est-à-dire que pour nous aussi, c'est une expédition où on cherche au fur et à mesure. Et Benjamin avait besoin de ce temps de recherche graphique. Et c'est une histoire d'immersion, c'est une histoire de sensation. Et on ne peut pas faire ça à la commande, on ne peut pas faire ça avec un délai très serré. Et il faut laisser le temps aux choses de venir et au travail de se faire petit à petit. Et là-dessus, Sébastien Gnedig est très intelligent sur la compréhension du processus. Et cette confiance est extrêmement précieuse. Je ne sais pas si on aurait eu la même tolérance dans d'autres maisons d'édition. Et il y a aussi eu un soin mais énorme au scan des dessins. Parce que toutes ces couleurs, justement, et toutes ces textures qui sont très très belles, il faut arriver à les rendre le plus fidèlement possible. Et Sébastien a fait appel à vraiment un spécialiste qui a passé un temps mais infini à faire des réglages, à faire des essais d'impression, pour arriver à une fidélité extrême aux planches. Et je pense que la réussite formelle du livre, elle tient à ça aussi, à cette exigence et au fait qu'il n'est pas lésiné sur les moyens pour fabriquer le livre de cette manière-là. Merci beaucoup. Il va falloir qu'on s'arrête là. Vous serez Benjamin en tout cas sera en signature sur le stand de la librairie éphémère si vous voulez continuer à voir le livre et continuer d'échanger. Lou, je ne sais pas si vous allez avoir le temps avec le train. J'ai un train à prendre. Ouais. Donc, ça risque d'être un peu court. Merci beaucoup en tout cas à vous d'être venus nous avoir écoutés. Merci beaucoup à la régie technique de m'avoir aidé à appuyer sur un bouton de télécommande. Et merci beaucoup surtout à vous Benjamin Bachelet, Louis Fang pour ce très très beau livre que je vous invite vraiment à lire. Merci à vous.